C'est un meet and greet informel et relax. Donc peut-être avant d'aller plus loin, peut-être vous demander à moi, je suis Lydia Mligan, le président de Business Mauritius, je vais vous demander à Kevin Abkelawan, CEO de Business Mauritius. Dadan Venkatasamy, Head of Economic Development. Michael Natalia, Head of Sustainability Inclusive. Simla, Chief Selling Officer, Leverage. Radim Biosen, Chief Operating Officer. Viraj Ramadan, Head of Social Capital. Merci, et puis peut-être on fait le tour pour... Ok, et vous alors? Moi, je m'attends plutôt avec moi ici. Ok. Carole Lecoré, journaliste de EDP. Jean-Claude Leroy, journaliste de Maurice Info. Rosella Miguel Radio Plus. Eh bien, merci. Ok. Ok, merci. Tout d'abord, rapidement, on a eu une année plus ou moins compliquée avec les élections, mais c'est important pour nous de se recentrer sur l'économie. Donc le contexte reste inquiétant quand même, avec une économie qui est en train de se ralentir globalement, avec des prévisions de ralentissement selon les prévisions de la FMI. 2019 a été revu à la baisse à 3%, et en 2020 on attend une croissance de 3,4% globalement. Et puis il y a aussi l'augmentation des tensions commerciales, géopolitiques et des incertitudes que ça peut amener à les économies, y compris à Maurice. Maurice, comme on le sait, il y a un modèle de croissance qui est basé en grande partie sur une industrialisation focalisant sur l'exportation, la libéralisation du secteur privé. On dépend beaucoup des FDIs et aussi à l'adhésion au commerce mondial. Donc il est important que notre économie soit très compétitive, avec des mesures aussi pour essayer de voir comment l'économie est en train de performer. On parle le ease of doing business qui est important pour attirer les investisseurs, etc. Mais aussi il faut garder en compte le cost of doing business qui parle de notre compétitivité comme une économie. Il faut aussi maintenir les principes clés de notre régime fiscal. L'efficacité et la certitude fiscale à Maurice est très très important. Et aussi la gestion du déficit budgétaire et de la dette publique. Il faut maintenir les exportations pour nos secteurs clés. Donc on attend une économie qui soit dynamique, compétitive, une économie qui peut s'adapter facilement aux changements. Pour être encore plus compétitif, je pense qu'on doit avoir encore plus d'adoption de la technologie à travers tous les segments de l'économie. On parle de l'innovation, productivité. Pour pouvoir distribuer la richesse, il faut avant tout pouvoir le créer. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je souhaite aussi mentionner qu'on a un modèle de partenariat, de dialogue public-privé qui était à la base et qui est toujours à la base du succès de Maurice. Et grâce à cela, nous avons pu mettre ensemble le Ease of Doing Business en collaboration avec le gouvernement, et aussi pour des mesures pour l'éducation, l'énergie, entre autres. Et je pense qu'il est essentiel que ça continue. Et moi, je veux dire que c'est un outil stratégique et c'est bien, mais je crois we can also do better. Donc ça, c'est très important. Nos industries principales font face à des défis importants. Et il y a des solutions, certes, mais il faut travailler. Donc je demanderai à Kevin, le CEO, d'élaborer. Merci Lydia. Si je peux peut-être tout d'abord vous remercier parce qu'on a eu pendant l'année tout votre support et ça c'est toujours important. Business Mauritius, nous sommes la voie vers la communauté des affaires. Nous avons un dialogue public-privé qui est j'espère très fort et qui nous emmène des résultats. Mais il faut se dire que sans la presse aussi, c'est un point très important de notre détourné. Donc je voulais vous remercier de cette
toujours été présent quand on a eu besoin de parler et de faire connaître notre point de vue. Je vais rebondir sur un des points principaux de Vidya, qui est la partie se recentrer sur l'économie. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui de se rendre compte que la compétitivité de notre pays est liée à un contexte global et que l'île Maurice n'est pas une bulle en dehors du monde. On fait partie de ce Regional et Global Supply Chain et donc nous avons des enjeux internationaux et nous devons pouvoir nous situer comme économie dans ce contexte global. Maurice reste toujours un export-oriented enterprise. Comme Vidya le disait aussi tout à l'heure, il nous faut créer la richesse pour le distribuer. Et l'année prochaine, en vue de ce global context, nous, notre position principale, c'est qu'il faudrait absolument maintenir les exportations sur les différents secteurs qui nous emmènent, ces devises étrangères qui nous emmènent cette croissance vers l'international. Je parle peut-être quelques détails, sans aller dans trop de détails, mais nos principales industries, le sucre comme le secteur canne, comme on le sait, le prix du sucre sur le marché international a remonté un tout petit peu pour cette année-ci, mais reste quand même très déficitaire comparé à la viabilité du sucre. Et pour nous, il est extrêmement important de penser à ce cadre régulateur pour rémunérer la biomasse. Donc, c'est une des choses sur lesquelles nous aimerons nous focaliser en 2020. Nous parlons du textile, qui lui-même connaît ses challenges. Nous voyons des opportunités dans cette relation Chine-US qui peut aider l'île Maurice, mais surtout d'une façon plus stratégique. Nous devons revoir nos opérations pour aller plus vers l'innovation, plus vers la technologie et s'assurer que le fameux ULC, le Unit Labor Cost, commence à baisser, qui veut dire que le coût de la main-d'œuvre, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre ne se fasse pas plus haute que l'augmentation de la productivité. Donc nous devons jouer sur la productivité pour le textile et autres, bien sûr. Le local manufacturing, ce que nous avons pendant longtemps appelé les DOE, c'est Domestic Oriented Enterprises, mais qui aujourd'hui ont eux-mêmes un enjeu régional. Nous pensons qu'il y a vraiment lieu d'avoir des règles de jeu équitables avec les importations. Il y a tout un travail à faire pour l'authenticité. Donc les projets de Made in Maurice avec l'AMM, qui est un de nos partenaires, est très important, mais nous devons s'assurer que les règles du jeu soient équitables avec les importations. Services financiers, un nouveau ministre, le ministère de services financiers extrêmement important. Aujourd'hui, on a longuement vu le compliance comme étant un coût, mais c'est aussi un avantage très fort pour Maurice. On peut être très bien régulé dans le secteur des services Global Business Services. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions autour du blueprint que nous pensons seront mises en avant avec bien sûr driven bien sûr par le ministère, mais avec la collaboration des business launches et de nos partner members. Tourisme, nous parlons du projet d'un produit touristique durable, authentique, et nous arrivons bien sûr sur toute la discussion de connectivité qui a, il faut se dire, baissé un peu au cours de l'année, mais que nous espérons revoir remonter en 2020. TIC que nous voyons comme un cost-cutting, comme Vidya l'a dit auparavant, le secteur les nouvelles technologies devront emmener du changement dans tous nos pillars secteurs, mais eux-mêmes, comme un secteur, un moteur de croissance, nous voyons de plus en plus de startups, j'espère, à Maurice, de la région, desservir la région Afrique, avec toute la compétition qui existe là-bas, mais avec nos spécificités qui peuvent contribuer à ce développement des TIC de Maurice, et aussi beaucoup de flexibilité pour servir les marchés internationaux. Donc la compétitivité reste importante. Il faut là faire une petite parenthèse qu'on a eu des remuneration orders spécifiques pour ce secteur qui nous permettra quand même de continuer le développement des TIC. Encore une fois avec notre partner member l'UTAM. En termes de PME, startups, il y a particulièrement dans les TIC, dans l'agro-industrie,
nous pensons qu'il y a un réel besoin de se focaliser dessus. Et cela permettra deux choses. Tout d'abord, attirer plus de jeunes, parce que ça reste important. Business Mauritius représente aussi les employeurs. Donc attirer plus de jeunes dans ces secteurs. Et aussi, ces entreprises, surtout les startups, peuvent ajouter beaucoup au multiplier local. Donc il y a un travail à faire dessus. Finalement, je vais m'arrêter là, des horizontals. On a parlé beaucoup de verticals. En horizontal, le développement durable, extrêmement important, le développement du capital humain, la gouvernance, conformément au NBA, le National Business Roadmap, on en a parlé auparavant, je ferai un petit point peut-être tout à l'heure dessus. L'innovation avec les startups, les entrepreneurs, etc. Et finalement, travailler aussi avec nos moyennes entreprises. On a beaucoup parlé de SMEs, et beaucoup des politiques que nous avons élaborées avec les SMEs ont été plutôt vers les micro et les small enterprises. Nous pensons au niveau de Business Mauritius qu'il y a beaucoup à faire au niveau des medium enterprises et aujourd'hui emmener ces medium enterprises vers l'intégration régionale et le global supply chain reste extrêmement important. Donc beaucoup de challenges. L'Afrique, dont j'ai peut-être pas parlé, et peut-être pas beaucoup là, mais l'Afrique reste extrêmement important dans tout cet enjeu. Le gender mainstreaming reste extrêmement important. Emmener plus de femmes dans le monde du travail. Maurice reste en deçà de nos regional peers quand il s'agit d'emmener de notre représentation féminine, plus de femmes dans le monde du travail. Et puis, pour nous, le secteur qui probablement deviendra le 6e pilier de l'économie très rapidement, ce sera l'énergie. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire. On a parlé de biomasse, mais globalement, sur l'énergie et les énergies renouvelables, il y a la matière pour la croissance. Donc voilà, président, un petit peu les key industries pour nous. Merci Kevin. Je demanderai à Pradip Dawson, le CEO de Business Mauritius, de nous parler un petit peu sur les changements qu'il y a eu au niveau de la relation, des relations industrielles. Certainement, merci Président, Madame Politi et tout le monde. On a pas mal communiqué tout au long de l'année concernant les enjeux dans le monde du travail. Cet après-midi, je serai relativement assez bref, juste pour vous dire que c'était une année assez atypique. Il y a eu une succession des événements. Comme vous le savez tous, il y a eu révision des lois du travail, révision des remuneration orders, révision du salaire minimum, et puis la compensation salariale. Tout au long de ces 3 derniers mois, on a toujours gardé contact avec les entreprises et le feedback qu'on a eu, c'est avec ces changements-là, il y a eu des augmentations dans les coûts opérationnels. Et très vite, on a fait part aux autorités compétentes, d'où la nécessité d'avoir des mesures accompagnatrices. Il faut dire que le dialogue entre le privé et le gouvernement, c'est un dialogue qui se construit et qui existe déjà. Et le gouvernement a été très sensible. Et ça et là, on a eu des carve-outs pour certains secteurs. On peut le constater dans les remuneration orders. Alors, comme vous le savez aussi, la semaine dernière, le cabinet des ministres est venu de l'avant avec des mesures fortes en termes de support pour les entreprises. Comme vous savez, juste pour rappeler que le training levy va diminuer va passer de 1,5 à 1% à partir de juillet de l'année prochaine pour une période d'une année. Ça va apporter un petit peu de boom pour les entreprises en termes de cash flow. Il y a aussi l'absorption graduelle de l'allowance que le gouvernement est en train de subventionner pour le moment. Ça devrait être absorbé par les entreprises à partir de janvier 2021. Ça a été repoussé à janvier 2022. Et aussi, il y a une mesure concernant le Portable Retirement Gratuity Fund. Il y a une période moratoire de 3 mois et ça va donner un peu d'espace aux entreprises de mieux planifier les coûts. Nous, on reconnaît la volonté du gouvernement de protéger les employés, d'améliorer les conditions de travail. Ça, c'est une philosophie que nous aussi, au niveau des entreprises, nous adhérons à cette philosophie. Il est aussi temps aujourd'hui de repenser la productivité, l'efficience et surtout revoir le fonctionnement des coûts au niveau des entreprises et avoir un cadre qui est plus conducive. De ce fait, on souhaite que le dialogue avec le gouvernement va continuer. Nous aurons des consultations et on pourra venir avec d'autres mesures pour les entreprises. Pour terminer, peut-être juste rappeler qu'il faut consolider aussi le dialogue social entre les partenaires sociaux. Et nous pensons qu'avec la mise en place rapide du National Tripartite Forum, on peut très vite favoriser le dialogue social.
Il faut aussi peut-être revoir, dans un contexte qu'aujourd'hui nous avons le salaire minimum, nous avons le Portable Retirement Gratuity Fund, nous avons les lois du travail qui ont été améliorées, peut-être revoir le mode pour détermination de la compensation salariale. Notre position, c'est que ça devrait être repris devant le National Wage Consultative Council à travers une formule qu'on peut bien établir et scientifiquement on peut déterminer, indexer le coût de l'inflation sur le salaire minimum. Et aussi rationaliser les coûts. Il n'est pas un secret pour personne qu'au niveau des entreprises, il y a beaucoup de contributions pour des charges sociales que les entreprises font dans différents fonds. Alors, nous pensons aussi qu'il serait grand temps de rationaliser et toutes ces contributions-là et peut-être repenser la protection sociale et avoir une discussion très franche sur les prestations sociales et les autres bénéfices que les employés à la retraite devront percevoir. Nous pensons aussi que peut-être il faut aussi travailler davantage sur l'employabilité des jeunes et des femmes, des thèmes que mes collègues vont reprendre après. Et enfin, je pense qu'il faudra aussi peut-être venir avec des mesures pour freiner la déconstruction de l'emploi qui est déjà là dans certains secteurs. Et dans un ensemble, des bonnes lois, des politiques saines, pérennes, peut-être il faut revoir le pacte social pour les entreprises pour qu'on puisse mater les enjeux du monde du travail. Je vous remercie. Merci Pradeep. Maintenant, on va aborder un petit peu ce qui nous attend en 2020. Je commence par vous partager un petit peu sur le National Skills Matching Platform qui sera lancé à la fin de janvier. C'est une plateforme qui va faire la connexion entre ceux qui cherchent l'emploi et ceux qui ont l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose de très stratégique. Ce qu'il faut prendre en considération aujourd'hui, c'est que le human capital devient de plus en plus la source principale de compétitivité. La technologie devient moins chère, beaucoup plus affordable et abordable, et on peut acheter de la technologie. Mais ce qui va faire la différence entre les entreprises de demain sera surtout la qualité de la main-d'œuvre, la qualité du human capital. Et ça demande aussi une nouvelle dynamique d'engagement entre employeurs et employés. Aujourd'hui, les employeurs veulent être entendus immédiatement et on utilise le social network, etc. Et donc ce modèle d'engagement employeur-employé est à la base même de beaucoup de travail qui a été fait au niveau de Business Mauritius. Et donc là, je vais demander à Dheeraj de nous parler un petit peu. Un de ces aspects, c'est le People Code. Merci, Président. Juste avant, si tu permets, je vais revenir un petit peu sur le National Skills Matching Platform, qui est quelque chose qui est assez innovant, dans le sens que c'est Business Mauritius qui prend la responsabilité de mettre en place une plateforme pour que les deux acteurs principaux se joignent. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui cherchent un emploi, et de l'autre côté, les employeurs qui recherchent des compétences. Donc, c'est basé sur skills, c'est basé sur les compétences. Nous allons donner l'opportunité aux personnes qui recherchent un emploi de venir sur la plateforme et de venir poster un petit peu les compétences qu'ils ont, et les employeurs, les compétences qu'ils recherchent. Par la suite, faire un profiling avec l'aide des professionnels, et ensuite les rediriger soit directement vers un emploi, ou s'il y a des compétences qui manquent, les rediriger vers une formation quelconque, à travers les schemes qui existent déjà, la NSDP par exemple, et ensuite les rediriger vers un emploi. Donc ça c'est un petit peu, c'est un des projets phares de l'année prochaine, et c'est un projet qui est cofinancé par Business Mauritius et la HRDC. Deuxième, je crois que, comme le Président a dit, le capital humain devient un des facteurs très importants en ce qui concerne la compétitivité des entreprises. Et aujourd'hui, nous avons, au niveau de Business Mauritius et au niveau de la commission du capital social, réfléchi sur le rôle des RH dans les entreprises. Donc, il faut qu'aujourd'hui, avec le changement je dirais dans tout ce qui est capital humain, avec les jeunes qui entrent en emploi,
la génération Y, bientôt Z, et donc avec bien sûr le développement du côté des digital, je dirais. Donc le rôle du RH change et évolue. Et donc nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle un Code of People Practice, qui va justement être là pour aider nos HR dans les entreprises à utiliser les meilleures pratiques, donc best practices comme on dit. Donc c'est un projet, on travaille avec un consultant étranger qui nous aide dans cette démarche, et on prévoit lancer ce projet vers la fin du first quarter de l'année prochaine. Donc voilà un petit peu. Merci. Merci Mirage. Maintenant, je vais demander à Kevin de nous parler un petit peu sur les ongoing discussions we have with the government and other stakeholders. Merci beaucoup, Président. En fait, aujourd'hui, dans notre discussion avec l'État, nous avons un modèle de travail qui est basé sur le National Business Roadmap, qui avait été présenté, qui a été lancé pendant notre AGM. Pour ceux qui étaient là, désolé, mais pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être en 2 mots, le National Business Roadmap est un travail de fond qui a été fait avec l'apport de nos 3 commissions, la commission économie de Business Mauritius, la commission Social Capital et la commission Sustainability and Inclusive Growth. Avec toutes les mesures, toutes les areas of improvement qui ont été présentées, nous avons utilisé une méthodologie américaine de Harvard qui s'appelle le Binding Constraints Growth Diagnosis Model, le Growth Diagnosis. Et avec ce Growth Diagnosis Model, mais peut-être ce qui est important de communiquer aujourd'hui, c'est qu'à travers ces axes, nous avons des lignes concrètes d'action que nous sommes en train de suivre un à un avec nos différents stakeholders. Donc, sur les Natural Resources, on a parlé du Biomass Framework plus tôt, mais il y a une série d'autres mesures telles que, par exemple, comment nous allons pouvoir faire un zoning, comment nous arrivons à faire un better land use planning. C'est des discussions que nous avons avec nos stakeholders. Human Capital, on a eu 2 projets qui viennent d'être présentés. Il y a autant d'autres à s'assurer que les Maurice puissent win this war on talent. Governance est un point très spécifique. On a quelques actions bien concrètes sur governance, mais le financing of political parties est certainement un de nos points les plus importants on governance. Nous avions bien sûr soumis des recommandations pour le white paper qui était prévu en janvier. Un document a été présenté au Parlement mais qui n'a pas été retenu. Nous n'arrêtons pas, nous continuerons notre travail de représentation sur le besoin d'un Financing of Political Parties Act pour Maurice. Et finalement, environmental vulnerability, beaucoup de choses que nous devons faire privé-privé, notamment Heavy Rainfall Protocol. On a un travail à faire sur les lagons que nous avons commencé à travailler. Cependant, il y a certains sujets sur lesquels nous avons déjà beaucoup progressé. Et je voulais que Daden, si possible, nous donne quelques exemples spécifiques de lignes sur lesquelles nous avons progressé et comment nous arrivons à des résultats dessus. Merci Kevin. Merci Kevin. Effectivement, après le NBR, à la base du NBR, nous avons construit aussi une proposition budgétaire et des discussions avec l'État. On démarrait sur un certain nombre de sujets. Et on voit que dans le discours du budget, par exemple, il y a facilement une vingtaine de points qui ont été retenus suite à nos propositions. Je ne vais pas passer sur une vingtaine, mais je vais sortir les 4-5 qui sont peut-être les plus intéressants qu'on a vu sortir et qui sont déjà en place. On avait demandé à ce que l'ambition en énergie renouvelable soit augmentée en termes de pourcentage d'énergie renouvelable de l'énergie. Et on voit plus tard que dans le National Renewable Energy Roadmap, effectivement, il y a une augmentation du target qui est passé à 40% d'énergie renouvelable pour 2030. Okay. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, donc ça va dans la bonne direction. Il y avait aussi un cap
qui était un maximum, un plafond de 30% imposé à ceux qui voulaient produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Donc ce plafond était limité à 30% de leurs besoins. Ce plafond a été enlevé, on avait demandé que ce soit enlevé, donc ça a été enlevé. On pense aussi que là, ça va ouvrir la porte à beaucoup plus d'investissements dans le domaine de l'énergie solaire. Sur la gestion des déchets, il y avait l'interdiction d'exportation de scrap metal, par exemple, qui bloquait les opérations et la rentabilité de plusieurs entreprises qui faisaient du retraitement du métal. Là aussi, ça a été annoncé et la loi est déjà passée. Et donc, ban on export of scrap metal, ça a été déjà enlevé. Là aussi, très bonne nouvelle. Je pense que ça va permettre à certaines entreprises de rester rentables. Sur tout à fait autre chose, sur le développement inclusif et notamment l'engagement, encourager la participation des femmes à l'économie. Nous avions demandé aussi à ce que des mesures soient mises en place pour encourager les femmes à travailler, notamment sur tout ce qui est child care. Et là, on voit que sur le NSIF, par exemple, sur le National Social Inclusion Foundation, il y a des mesures qui sont prévues pour les femmes par rapport à l'accès aux crèches et aux nurseries. Nous avons aussi demandé qu'il y ait un port de breakwater pour tout ce qui est accès au port. Et il y a eu pas mal d'intempéries qui avaient fermé l'accès au port pendant plusieurs jours l'année dernière. On voit que ça a été annoncé aussi, donc là il y a un process qui va être suivi par l'État. Peut-être le dernier point intéressant, c'est qu'on avait demandé à ce que le SME Equity Fund soit aussi ouvert non plus à des SMEs, mais à des moyennes entreprises, et là aussi ça a été annoncé. Donc bonne mesure pour, comme Kevin le disait, travailler sur des mid-size enterprises, et donc ça aussi c'est encore une fois de belles choses. Il y a encore plusieurs points, mais je pense que Kevin, c'est un peu les points saillants que nous avons. Merci Daniel. En fait, l'idée c'est de se dire que maintenant on a un roadmap en termes du National Business Requirements et nous pouvons les suivre d'une façon beaucoup plus systémique. Finalement, c'est ça qui nous emmènera vers le prochain palier de développement pour les entreprises. Président, je vous reprends la parole. Oui, merci Kevin. Peut-être que je demanderai à Kevin de nous parler sur le projet PACT. Au fait, le pacte et le Sustainability Pact, c'est une des grandes recommandations de notre troisième commission, la commission Sustainability Growth. Mais dessus, je pense que Michael est celui qui pourra vraiment nous donner plus d'informations. Michael ? Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, on avait partagé avec vous les différents travaux qu'on avait déjà engagés dans la commission Sustainability, dans les différentes réunions avec vous, membres de la presse. Et puis, lors de l'Assemblée générale, on avait présenté National Business Roadmap et notre président de commission, Philippe Hospitalier-Noël, avait annoncé la volonté de travailler et de lancer un Sustainability Pact dans le but d'engager davantage des actions plus concrètes au niveau de l'ensemble du business community. Alors, comme on est sur un format un peu informel, j'ai prévu juste de vous partager quelques slides très rapidement sur ce pacte. Donc, la stratégie qu'il y a derrière pour nous, c'est de pouvoir engager, comme je disais, l'ensemble des entreprises dans cette démarche, de pouvoir aussi engager davantage de business leaders. C'est vrai qu'on a des CEOs, des general managers qui sont déjà présents dans notre commission, mais on veut au sens encore plus large d'engager plus de business leaders, et aussi que ce network grandisse de plus en plus autour de la transition écologique. Alors, ça peut se comprendre comme ça. Il y a aussi un schéma qui est aussi pour pouvoir comprendre comment on veut travailler et comment on engage avec nous l'ensemble des parties prenantes. Vous avez en fait sur la partie vraiment à droite la commission Sustainability de Business Mauritius et le board de Business Mauritius qui fait ce travail de policy action avec l'ensemble des membres des ministères, l'ensemble des para-étatiques, etc. qui sont vraiment engagés sur le Sustainability. Puis vous avez au milieu le Sustainability Network. Pour nous, le Sustainability Network, c'est aujourd'hui un peu plus de 50 représentants d'entreprises qui sont en charge de Sustainability. Donc, ce sont des Sustainability Managers, officers, des CSR Officers, Managers dans leur entreprise qu'on a regroupés dans un network et qu'on a décidé d'avoir comme une caisse de résonance. Tout ce qu'on travaille dans cette commission, on le teste avec nos membres en fait, du network pour pouvoir avoir leur appréciation, avoir leurs conclusions aussi, les commentaires. Et après, bien vraiment sur la partie à gauche, donc le stakeholders group, on va dire, donc ces membres d'entreprise peuvent aller travailler avec leurs propres collègues dans les entreprises pour discuter de sustainability. Et aussi les entreprises, comme vous savez, sont engagées auprès de ONG, société civile,
à travers les fondations, etc. Donc ça nous permet d'avoir de la remontée d'informations directement auprès des organisations civiles et des ONG. Voilà la façon dont on a défini la stratégie pour co-construire le pacte. C'est une vraie co-construction. Ce n'est pas juste la commission de Business Mauritius ou le conseil de Business Mauritius qui décide. C'est tout un groupe, que ce soit le groupe intermédiaire avec la caisse de résonance ou les différentes parties prenantes. Et on arrive aujourd'hui avec les 5 engagements qui sont encore des engagements où on peut changer un ou deux mots, mais la substance est vraiment là. Un premier engagement qui concerne vraiment la transition énergétique, le low carbon economy, et de se dire qu'on voit les pas encourageants du gouvernement à aller encore plus loin dans les énergies renouvelables, mais on veut vraiment maintenant développer des scénarios beaucoup plus larges, énergie renouvelable, mobilité, bâtiments, basse consommation, smart grid, donc un plan de low carbon economy. Deuxième engagement qui est un engagement qui est autour de l'économie circulaire, la production responsable, la consommation responsable, y compris pour la chaîne de valeur agricole. Et donc là, on insiste bien, il y a toute une dimension gestion des déchets par rapport à l'économie circulaire, mais aussi une dimension agriculture sur l'agriculture raisonnée, la réduction des pesticides en intrants, et donc structurer toute la chaîne de valeur pour que le consommateur ait accès à des produits de plus en plus sains. L'engagement numéro 3 est beaucoup plus autour de l'agro-héritage au niveau des zones côtières, mais on aimerait introduire aussi quelque chose d'un peu plus large autour de la biodiversité, pour que les éléments comme l'eau, les rivières, etc. soient intégrés dans cet engagement numéro 3. Donc encore une fois, je le dis, c'est de la co-construction et on va finaliser jusqu'à la fin du mois de janvier. Le 4e engagement est vraiment de travailler autour des communautés existantes, des villes existantes et de valoriser le patrimoine historique et culturel du pays. Et le 5e engagement, c'est la dimension inclusive, qui est aussi transversale dans tout ce que vous voyez et qu'on a décidé de développer à travers des best practices. Derrière les 5 engagements, vous allez avoir 5 guidelines et 5 sets d'indicateurs pour pouvoir suivre et faire du monitoring avec nos entreprises et de voir comment les entreprises qui vont s'engager avec nous vers la fin du mois de janvier, début février, vont aussi nous remonter de l'information dans comment ils réalisent, comment ils atteignent ces objectifs. Donc ça sera un suivi avec des indicateurs précis. Voilà pour ce Sustainability Pact. Je ne sais pas si on n'est pas en focus précis sur l'inclusif. Merci Michael. Peut-être aussi on va parler un petit peu sur l'inclusive growth guidance et puis on va passer sur l'exemple. Vas-y Daniel, sur inclusive growth. Ça marche. Ok, voilà, donc l'un des 5 commitments, vous avez vu, le dernier dans la liste, et probablement celui qu'on va lancer en premier. C'est des guidelines développés avec toute une série de personnes autour du inclusive growth. Donc l'idée c'est d'engager les entreprises dans tout ce qui est développement inclusif avec des guidelines. Souvent des entreprises ont envie de faire, mais ils ne savent pas forcément comment faire, ou ils commencent déjà à faire certaines actions, mais ils ne réalisent pas le potentiel qu'il peut y avoir autour de toutes les actions. Donc nous avons identifié en fait 7 catégories d'actions qui peuvent mener au développement inclusif. Donc très rapidement, non-financial support, donc très souvent on a parlé de contributions financières aux NGOs, mais il ne s'agit pas forcément de ça, donc non-financial support to NGOs, employee engagement, donc l'engagement des employés dans les actions, support to needy vulnerable staff within the organization, donc vous avez des working pool au sein des organisations importantes, au sein des employeurs, inclusive employment business affirmative action, donc là dans le recrutement, dans l'identification des talents, promotion of gender equality, donc là aussi on pense qu'il y a un gros travail à faire. Fourth sector social enterprise, donc là c'est tout ce qui est business à vocation sociale, avec une vocation sociale. Et à la fin, ce qu'on a souvent vu, c'est le financial contribution to NGOs, community-based projects and vulnerable groups. Okay? Donc voilà 7 catégories d'actions, et derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des exemples d'actions que les entreprises vont pouvoir mener. Merci. Vraiment, peut-être pour bien cerner tout ça, nous avons un nombre d'actions sur l'économie, nous avons un nombre d'actions sur le social capital,
nombre d'actions que nous regroupons sous Sustainability, mais aussi Inclusive Growth. C'est très très important pour nous, en tant que Business Mauritius, de se dire que la communauté des affaires est là pour le développement durable et inclusif. Tous nos membres sont derrière nous sur ces initiatives et sont partie prenante de ce développement qui reste très durable et inclusif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons aussi voulu faire intervenir Lovebridge. Lovebridge est une fondation indépendante, mais qui a émergé de la collaboration de Business Mauritius, des membres de Business Mauritius, pour arriver non pas seulement sur le top-down, qui étaient nos actions CSR Fondation, mais aussi grassroots towards poverty alleviation. Donc, on donne la parole à Priscille, qui va se présenter, c'est déjà présenté d'ailleurs, peut-être pour nous expliquer ce que Lovebridge va faire aujourd'hui. Merci Kevin. Alors, Lovebridge est un partenariat secteur privé, secteur public qui est sous le stewardship de Business Mauritius depuis fin 2015. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement structuré de familles en situation de pauvreté. Et donc nous bâtissons avec ces familles des stratégies et des plans d'action qui vont aider les familles à être empowered et à sortir du cycle de la pauvreté sur le long terme. Donc Lovebridge est un peu comme un laboratoire d'outils et de méthodes pour la réduction de la pauvreté. Nous accompagnons en ce moment plus de 1500 personnes à travers le pays, dont 800 enfants, dans les 9 districts et on est sur plus de 65 localités. Donc, juste pour rapidement passer sur la méthode Lovebridge, nous travaillons autour de 6 piliers fondamentaux qui sont l'éducation, le logement, l'emploi, l'employabilité, l'alimentation, la nutrition et la santé, avec un 6e pilier qui est central pour nous, qu'on appelle le MASCO, c'est-à-dire la motivation des familles à sortir de leur situation de pauvreté, leur attitude envers l'empowerment et le self-help, le savoir-faire et le courage. C'est le pilier un peu oublié, le pilier psychologique, qui pour nous est vraiment le driver derrière le empowerment process. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, au niveau de l'échec scolaire, nous avons vu, de par notre expérience depuis 2012 sur le terrain, Lovebridge étant avant 2015, donc un projet un peu artisanal, que 75% des causes de l'échec scolaire peuvent être répondues à travers l'accompagnement autour des 6 piliers. Par exemple, le manque d'espace pour les enfants à la maison pour qu'ils puissent travailler. Donc, ça, c'est sous le pilier logement. Donc, pour nous, les 6 piliers sont interconnectés. C'est une approche participative aussi, où les familles ont besoin aussi de participer et sont les final decision makers. Donc, juste quelques résultats au niveau justement de l'échec scolaire. Pour l'année 2018, nous avons eu une baisse de l'échec scolaire de 35 à 26% chez les 542 enfants qui étaient scolarisés l'année dernière. Et pour le taux de chômage, une baisse de 34 à 15%. Donc, c'est un accompagnement qu'on appelle un accompagnement horizontal. Nous travaillons en collaboration avec les autres ONG qui sont spécialisées sous chaque pilier, ainsi qu'avec les différents ministères. Donc, la méthode Lovebridge a été primée la semaine dernière à Colombo, lors de la 6e conférence internationale sur la pauvreté et le développement durable. Nous avons été présentés à travers une recherche menée, une recherche scientifique et indépendante menée par l'Université de Maurice et la MRC. Donc c'était sous la filière stratégique innovante de réduction de la pauvreté. Et donc c'est vraiment une récompense pour le pays. Ça prouve que voilà, en partenariat, le secteur privé, le secteur public, dans le social, on peut ensemble trouver des projets innovants qui sont reconnus à l'international, qui peuvent être répliqués et qui peuvent aussi grandir localement sur la durée. Donc, voilà, merci beaucoup, merci à Business Mauritius pour le soutien au projet et merci aussi à vous, à la presse, de vous intéresser au projet Lovebridge. Merci beaucoup, Priscille. Merci. Merci, Priscille. Maintenant, on est ouvert pour les questions. S'il y a des questions, hein, On peut chercher, hein. Quels sont,
nous savons comment ça s'est passé en 2020, les différents secteurs en difficulté. Il y a eu les élections et tout. Peut-être il y a eu un shift de l'économie sur la politique. Mais en 2020, quels sont les secteurs qui auront un impact direct sur la croissance du pays? Je dis direct, sans peut-être je m'attends plutôt à une réponse, disons, tourisme, pourquoi, et secteur manufacturier, pourquoi, et ce pourquoi, disons, en 2020. Il faudrait qu'on sache quand même quels sont les défis. Bien sûr. Si je peux répondre à cette question-là, Président. Oui, pour nous, en tant que business Mauritius, nous sommes somewhere at crossroads. Il y a un changement international qui va nous impacter et nous devons être agiles. Donc, pour répondre à votre question, il faut aller à un niveau un petit peu plus granulaire. On a des opportunités dans le 5 pillar sectors si nous prenons les bonnes mesures. Donc, je me répète un petit peu, mais peut-être par rapport à votre question spécifique. Le secteur Cannes grandira avec deux éléments. Un, c'est plus de nouveaux marchés pour les value-added products. Et deuxièmement, et aussi d'une façon aussi importante, la création du Biomass Framework pour mieux rémunérer l'énergie qui est produite par ce secteur. Le secteur textile doit aller chercher les opportunités d'où ils sont. Donc l'année prochaine sera très opportunistique, mais devra aussi en filigrane se réinventer avec l'absorption des nouvelles technologies. Extrêmement important. Nous devons augmenter la productivité et cette productivité doit venir à travers l'innovation et les nouvelles technologies. Pour le secteur des services financiers, nous avons quand même des grands gains cette année-ci avec après les problèmes qui étaient liés avec les SAMLAG, on a été re-rated, enfin il y a beaucoup de travail qui a été fait. OECD nous a donné carte blanche, l'Union européenne nous a aussi listé correctement. Et aujourd'hui, il s'agit de mettre en place des jalons de ce qu'on avait travaillé en 2018 et 2019, qui ont été un peu qui doivent être rekindled. Et ça, c'est lié à l'implémentation des actions du blueprint. Le tourisme finit l'année peut-être un peu neutre, après une baisse, donc il y a une petite remontée vers la fin de l'année. Pour nos membres, nos partner members dans le tourisme, donc la RIM particulièrement, il est important qu'il y ait beaucoup plus d'authenticité vers le produit mauricien, qu'on monte en gamme et que le pays reste propre. Donc il y a un travail fort à être fait, consensuel, pour garder l'île Maurice très propre. Et bien sûr, ce qui est lié à la connectivité. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des opportunités pour 2020, mais nous devons être extrêmement agiles et nous devons pouvoir avoir les bonnes mesures, donc avoir une collaboration forte et étroite pour s'assurer qu'on mette en place les policies to maintain exports et to diversify. Vous avez eu le même approche cette année-ci, même approche l'année dernière, mais là en termes d'urgence. Est-ce que nous sommes toujours au même niveau des discussions en 2018, en 2019, ou bien là effectivement il y a quand même urgence. Oui, il y a eu beaucoup de 2019 a été politique, 2020 c'est on est d'accord que 2020 que la priorité devrait être économique avant tout. On est tout à fait d'accord. En 2020, disons, quelles sont les trois priorités du gouvernement à votre avis? On va parler des priorités du gouvernement, mais nous, en tant que comité des affaires, nos priorités pour l'année prochaine, tout d'abord, reste pour la mise en place d'une politique énergétique qui permet un développement de ce secteur énergie, dans tous les piliers de l'énergie, qui sera un moteur de croissance. L'investissement est là et peut rapidement se débloquer sur l'énergie. Deuxièmement, nous parlons de l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique, tous les membres de Business Mauritius voient l'opportunité en Afrique, mais voient aussi que nous devons pouvoir cristalliser ces opportunités. Donc l'Afrique reste une très très grande priorité pour nous. Et troisièmement, au niveau de business facilitation, tout l'angle de business facilitation qui comprend aussi le sustainability des finances, qui comprend la partie
level playing field, tout comme ease of doing business. Donc ça fait partie de nos grandes priorités pour l'année prochaine. Mais on avait prévu aussi de se dire qu'on aura un autre point dessus parce que l'année prochaine, à peu près vers mars, nous devons venir avec les budget measures, budget memo. Donc il y a un travail qui se fait pour que nous arrivons en fin de quarter one, ayant fait un travail plus approfondi, venir avec les grands axes de croissance. Pour l'instant, le roadmap est un peu notre input as from this year, as from 2019, mais en allant vers 2020, un checklist des choses sur lesquelles nous devons travailler. On n'est plus dans cette optique que one thing will bring huge results. On n'est pas dans des quick fix maintenant. Et Maurice est à un niveau où elle doit se réinventer en profondeur. Et pour le business community, nous avons une liste de choses autour de 4 priorités, mais 13 thèmes, sur lesquels nous devons avancer d'une façon cohérente, systémique, sur les années à venir. Quel est le poids des salaires dans les coûts des opérations des entreprises? Je vais essayer quand même. Alors, le poids du salaire. Ce qu'on a eu comme feedback, surtout durant la période où il y a eu de nouvelles lois, déjà, il n'y a pas eu le regulatory impact assessment. Avec un regulatory impact assessment, l'information aurait dû être là, as such. Mais sinon, avec l'initial feedback qu'on a eu avec les entreprises, ça représente à peu près 30% des coûts opérationnels. Et ça, c'est une augmentation par rapport à ce qui se passait auparavant. C'est incluant WhatsApp et c'était à 30%. Et auparavant, c'était à combien? C'était moins de 30%, c'était dans 20, 25, 22%. Et 30%, déjà, it's very huge chunk pour les entreprises. Là, c'est un average figure. Parce que services secteurs, ce sera plutôt dans les 60%. Ouais. Et là c'est le average sur une trentaine de compagnies à peu près que nous avons. Industrie secondaire, TSR? Non, blend, on a service. Donc c'est passé de 22 à 30%. Oui. Dans ce contexte, le président au début a dit que c'était un contexte difficile et là maintenant, parlons d'une approche plus globale, qui se réinventer et tout, mais quand même, ça a eu un impact sur le business. Donc, est-ce que l'année prochaine est l'année de l'économie? Est-ce que l'année prochaine sera l'année des licenciements aussi, si on peut se poser la question comme ça? Je pense, si je peux dire quelque chose, running a country, c'est comme si vous êtes en train de run your own business. Donc vous avez plusieurs product lines, okay? Et chaque produit a un product life cycle. Moi je pense que quand on regarde les secteurs, ils ont eu un product life cycle. Il faut réinventer, il faut moderniser, il faut voir les opportunités à rendre ces secteurs beaucoup plus productif, compétitif, en utilisant la technologie, best practices, investissement dans le human capital et puis voir un peu le contexte international en termes des marchés. Je pense que ça c'est au niveau du secteur privé avec les CIE, c'est ce qui aujourd'hui on est en train de voir nous tous, pour voir quels sont les challenges et comment on va les fixer. Ceci dit, le monde devient beaucoup plus intégré, beaucoup plus ouvert, et aujourd'hui, comme le CEO a dit, Africa représente une très grande opportunité. Je pense que ça va être aussi le focus des entreprises, de l'industrie de Maurice dans les années à venir. Il faut aller vite. Il faut que le gouvernement, en partenariat avec nous, joue un rôle de facilitateur pour que nous puissions accéder à ces marchés. Il y a aussi énormément d'opportunités en termes de convergence entre l'industrie technologie et l'industrie financière. Aujourd'hui, nous avons une sous-commission à Business Mauritius qui réfléchit sur la FinTech. Et la FinTech représente une opportunité énorme parce que ça va demander l'investissement au niveau human capital, c'est-à-dire le reskilling of our workforce. Ça va aussi attirer highly skilled workforce pour venir à Maurice, ce que nous souhaitons. Ça va aussi demander du FDI et aujourd'hui, il y a énormément, même à Maurice aujourd'hui, avec les fonds
qui sont domiciliés ici. Et on a plusieurs centaines de milliards de dollars qui dort ici et qui fait absolument rien pour toucher à l'économie mauricienne. On est en train de réfléchir parce que beaucoup de ces entreprises sont en train d'utiliser ces fonds à investir ailleurs et pourquoi pas investir à Maurice. Donc je pense que ça, ce sont les opportunités qu'on doit commencer à réfléchir. De transformer Maurice, pas seulement comme un International Financial Center, mais faire de Maurice un real business hub, où ces fonds sont là, où les compétences sont là pour pouvoir regarder à l'innovation et les stratégies que nous pouvons exporter dans d'autres parties du monde. L'année prochaine, il y aura 2 gros événements. Le premier sera le Brexit et l'élection américaine aussi. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact, peut-être la guerre États-Unis-Chine au niveau commercial qui pourrait arriver à sa fin ou bien qui va s'accentuer parce qu'on ne va pas savoir quel président qui va être là à la fin de novembre 2020. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'économie mauricienne? Alors, le Brexit à 2 niveaux. Au niveau nos activités commerciales avec la Grande-Bretagne, l'accord Brexit, l'accord UK-Maurice a déjà été signé, sera mis en vigueur quand le Brexit va se faire. Qu'est-ce que ça fait? Ça vraiment nous offre un marché préférentiel vers la Grande-Bretagne qui est dans les produits que nous souhaitons, donc dessus il n'y a pas nécessairement de issues. Il y a 2 autres éléments à prendre en compte. Tout d'abord, la Grande-Bretagne, en sortant de l'EU, est en train de vouloir signer beaucoup d'autres accords préférentiels. Et rien ne nous empêche de signer un accord préférentiel sur le sucre avec le Brésil, par exemple, ou avec l'Inde. Et à ce moment-là, nous serons en compétition avec d'autres producteurs dans un marché où on est préférentiel. Il y a cet effet-là à prendre en compte. Le deuxième effet à prendre en compte, c'est aussi, autant qu'on comprenne aujourd'hui, Brexit va faire un J-curve. L'économie va perdre un peu avant de remonter. Et quand l'économie est en train d'être sur le bas du J-curve, il y aura un impact sur leur implantation, donc nos exportations. Il n'y a pas de clarité dessus, parce qu'il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc la meilleure approche, c'est d'avoir un monitoring constant de cette économie. C'est très important de monitorer l'économie britannique pour l'île Maurice l'année prochaine. Vous avez parlé des États-Unis. Les États-Unis commencent à être un partenaire extrêmement important, trade-wise, trading goods de Maurice, notamment avec les avantages de l'AGOA. Cela aussi, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre et bien étudier l'année prochaine. Encore une fois, on n'a pas de réponse précise. L'île Maurice est en train de faire très bien. Si l'île Maurice devient un high-income economy plus rapidement que prévu, ce sera les impacts sur l'AGOA. Donc, nous devons utiliser notre diplomatie économique et nous devons être agiles en termes de marché. Aujourd'hui, le marché américain est très fort pour le textile. Donc, le textile va devoir pouvoir être vigilant, être agile. Et vraiment, c'est ce que nous disions tout à l'heure, au niveau un peu plus macro. Le textile a l'obligation d'absorber plus de technologies pour être plus compétitif mondialement et travailler sur les niche markets. Donc, il y a une réponse micro à un enjeu macro pour le développement. Et revenir au point de Kamej tout à l'heure, nous devons aussi se dire qu'en 2020, inévitablement, au centre de tout développement économique est l'idée de développement durable. Climate change est un enjeu, mais peut être aussi un avantage si nous le prenons d'une façon correcte. Donc, climate change est ce qui est en train de motiver toutes les décisions européennes, internationales, quand il s'agit d'importation. Qu'est-ce que vous importez? Is it sustainable? Dans le tourisme, aujourd'hui, un développement durable est devenu une attractivité forte. Donc, ces sujets sont cœur de 2020. Développement durable, capital humain, gouvernance, l'innovation, et puis pour nous, comment intégrer plus nos membres qui sont des moyennes entreprises dans le regional et global supply chain, avec tous ces sectoral points dont on a parlé plus tôt. Au cours de l'assise de l'environnement, on a vu beaucoup des appels de pied du
du gouvernement, du ministre de l'Environnement. Est-ce que vous pensez, je sais qu'il y a quelques temps de cela, vous avez présenté sur le recyclage, vous vouliez faire entrer dans ce domaine-là, vous pensez que Business Motion, ce secteur privé, va rentrer dans le traitement des déchets, peut-être le traitement des déchets plastiques qui est venu un des panels des assises. Vous pensez que c'est le moment là maintenant, c'est le point de départ pour peut-être une industrie, pour ne pas dire un pilier? En tout cas, il y a un réel réveil au niveau. On accueille très favorablement les assises et je pense que c'est une opportunité de mettre en place de nouvelles pistes. Peut-être je vais laisser Michael, qui est un des panélistes pendant les 2 jours et participant sur les assises pour faire un complément d'information. Ce qui a beaucoup été discuté durant les assises, en plus de la gestion des déchets, c'est vraiment passer vers une économie circulaire. Et effectivement, c'est possiblement aussi un pan de l'économie à développer, et ne pas juste de regarder la gestion des déchets telle qu'on la regarde aujourd'hui, avec le ministère disait 1,5 milliard de roupies en dépenses publiques pour collecter 500 transferts, 100 d'enfouissement à Marachipos. Donc il y a un modèle circulaire à mettre en place, et pour passer à ce modèle circulaire, évidemment, c'est plus de technologie, plus d'investissement du privé, plus de savoir-faire. Et donc, à partir de là, on a proposé durant les assises d'avoir plus de partenariats publics-privés et de voir avec ce qu'il y a disponible aujourd'hui, c'est-à-dire 1,5 milliard de roupies pour financer ce qu'il y a, comment on arrive à pouvoir financer vers un modèle circulaire, que ce soit avec toutes les taxes qui existent déjà, Environmental Protection Fee, les taxes sur les consommables qui existent déjà, comment on réoriente ces taxes vers la gestion de l'économie circulaire. Donc ça a été discuté, et je crois que le ministre l'ensemble du ministère très ouvert à pouvoir mettre en place un National Waste Management Strategy. Merci. Mais est-ce que vous Magali, non? Parce que je crois que Magali. De l'importance du développement durable. Où on est toi avec le dossier éthanol, et est-ce que vous avez un message à passer au gouvernement dessus? Non, ça tombe sur moi, peut-être pour répondre à ça. Tu peux répondre. Tu veux répondre? Tu veux répondre? À l'heure actuelle, il y a effectivement une proposition d'un industriel pour introduire l'éthanol dans une partie du carburant pour la mobilité nationale. Mais c'est toujours des phases de discussion et de voir comment on peut introduire en respectant également tous les critères de qualité et sans rentrer dans la technique de respect par rapport à un carburant convenable pour après le consommateur. Donc c'est des choses qui restent un dialogue entre un opérateur privé et un secteur public qui doit aussi être celui qui régule et qui doit réglementer. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Enfin, ça reste entre les deux parties prenantes. C'est une discussion commerciale. À notre niveau, on n'a pas forcément. Peut-être, one more question. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'économie numérique. Ouais. Et que c'est à la base de l'innovation, le développement, le marché international et tout. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un retard au niveau du gouvernement et qu'on n'a pas une stratégie vraiment pour les start-up à Maurice? Si nous regardons la Réunion qui est à côté de nous, qui est le Start-up Island, maintenant dans l'océan Indien, et que nous sommes enclins à réfléchir, c'est pas un retard pour le développement de ce secteur? Je pense qu'effectivement, il y a eu quelques retards, mais je pense que cette année, surtout 2019, j'ai vu énormément d'activités en termes d'investisseurs qui viennent à Maurice et qui souhaitent voir l'infrastructure, que ce soit au niveau de technologie ou ressources humaines, pour pouvoir établir leur start-up. Moi, je pense que cette activité est en train d'aller très vite. Et Maurice étant un pays stable, il y a énormément de sociétés qui investissent en Afrique qui souhaitent venir s'implanter à Maurice. Moi, pour répondre, je dirais que oui, il y avait un retard. Mais aujourd'hui, on est tous mobilisés, que ce soit les universités, que ce soit le gouvernement ou le secteur
privés. Et la plupart des sociétés que je connais sont en train de voir comment ils peuvent investir dans les startups. Moi, je pense que ça va aller très vite. L'avantage qu'on a avec une économie digitale, c'est que Maurice, on a été à un désavantage historiquement de par qu'on est isolé des autres marchés. Dans le domaine de l'économie digitale, la distance n'est pas un frein au développement. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut énormément ça peut énormément contribuer à l'économie mauricienne. Un complément d'information sur le National Startup Incubator Scheme, qui est géré par la MRIC, le Mauritius Research Innovation Council. Nous sommes présents, Business Mauritius, sur ce sujet des startups et d'incubateurs. Donc l'idée a été d'aider les incubateurs à eux offrir un cadre aux incubés. Aujourd'hui, il y a déjà 4 incubateurs qui sont certifiés à Maurice et eux, ils arrivent à avoir des processus d'accélération des incubés, donc les startups. Et je trouve la méthodologie, le système extrêmement intéressant. Donc il y a un pre-incubation phase où les gens qui ont des idées mais n'arrivent pas à formuler l'idée correctement pour que ce soit bankable, viennent et sont accompagnés. Après, il y a la partie incubation où l'idée qui a été validée, qui est bankable, et à ce moment-là traité. Et il y a une troisième partie qui s'appelle l'accélération. On donne les moyens à cette idée qui a maintenant mûri de devenir un vrai produit. Nous avons vu 2-3 produits intéressants pour Maurice qui restent innovateurs. Nous avons des produits autour du crowdfunding qui sont très nouveaux dans ce sujet. Mais effectivement, il y a besoin d'accélérer. J'espère que c'est certainement une des choses très important. L'implantation à Maurice du Mauritius Africa FinTech Hub est quelque chose de fort, hein, parce que c'est des spécialistes du FinTech qui décident de choisir Maurice pour développer leurs produits en Afrique. Oui, on n'a pas que le FinTech. Oui, non, il y a tout à faire, mais comme je vous dis, tout ça, c'est ça qui est intéressant. On commence à avoir une dynamique, mais qu'il faut accompagner. Vous avez fait. Est-ce qu'on pourrait parler du tourisme? Quand j'écoute le nouveau ministre du Tourisme, ce qu'il dit, ce que Mauritius a dit hier, j'entends un peu ce que la RIM dit. J'ai l'impression qu'on ne va pas dans la même direction. Est-ce que j'ai tort ou bien chacun a sa philosophie? On est en train d'essayer de voir où on va aller ensemble, où les chemins vont peut-être se croiser. Vous savez, je ne suis plus dans le tourisme directement. Je n'étais pas l'ancien directeur de la informations exactes, mais nous avons la position de la RIM. La RIM qui est notre partner member à Business Mauritius. Et la position de la RIM est vraiment, nous devons avoir un produit touristique qui est durable et qui est authentique. Pour pouvoir se différencier, nous devons travailler sur une plus grande connectivité régionale, internationale, surtout rétablir les connectivités et s'assurer que nous desservons les marchés émergents. Et puis, par rapport à Maurice lui-même, nous pensons qu'il faut continuer cette campagne de Clean Up Mauritius. Et il y a un exercice qui se fait, Marina qui le regarde pour nous dire il faut terminer. Il y a un exercice qui doit se faire, il doit se continuer sur 2020 pour continuer ce nettoyage de Maurice. Le pays doit redevenir plus stérile. Peut-être pour conclure, si vous avez encore des questions, on pourra les prendre juste après. Peut-être pour conclure, je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui. Aussi pour tout votre support pendant toute l'année 2019. On souhaite travailler étroitement avec vous en 2020 pour surmonter tous les défis. Et je souhaite à mon nom personnel et aussi au nom de Business Mauritius à tout le monde ici une très bonne année 2020. Merci.